Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchiez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Bonjour Sabrina, et je suis très heureuse de te voir ce matin pour ce podcast. Bonjour Cécile, ravie d'être avec toi. Et donc je suis ravie parce qu'on va explorer ensemble ton parcours, ton regard unique sur la performance, la résilience et aussi l'entrepreneuriat. Et juste un petit peu pour te présenter très brièvement en mode CV, après plusieurs années dans le monde publicitaire, tu as cofondé avec Olivier l'agence BeConnect, une belle aventure avec une équipe de plus de 25 personnes, avec des beaux clients aussi, dont Nestlé. Et ensuite, vous l'avez revendu il y a environ 4-5 ans. Et depuis, tu as donné une nouvelle orientation à ton parcours en créant Sench, qui œuvre pour un changement concret vers un monde plus durable et désirable, en collaboration avec des entrepreneurs et des grandes entreprises. Mais bon, là, c'était la version CV. CV, merci. Bonne synthèse. On va aller faire un truc un peu plus fun. Ouais. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu te présentes à travers 3 symboles. Donc, si tu devais te présenter, quel serait le premier symbole qui pourrait te définir? Alors, dans les symboles qui me définissent, le premier, ou les 2 premiers qui sont liés plutôt à des objets, clairement, c'est un téléphone et un ordinateur. Ouais. Ça fait plus de 25, presque 26 ans que je bosse. Et concrètement, c'est mes 2 outils. 25 ans dans le digital, donc concrètement, besoin de ces outils-là pour travailler. Le mobile en premier parce que je suis rentrée dans la porte du digital avec les PC, en travaillant chez Hewlett-Packard, donc le côté hardware. Mais concrètement, ce qui m'a le plus, si j'ose dire, inspirée, motivée et que j'ai le plus développé, c'est toute la dynamique, bien entendu, mobile et sur le mobile, les réseaux sociaux. Donc clairement, l'outil par définition, c'est le mobile. Maintenant, c'est un outil, mais c'est pas une finalité. Donc voilà, faut savoir aussi prendre les distances par rapport à ça. Donc tu dirais que ça te représente plus, pas parce que tu es une addict. Non, voilà, c'est pour ça que je dis ça, ouais. Mais plus sur le côté être dans l'air du temps, plutôt le côté digital. Exactement. C'est plutôt ça qui me définit. En fait, j'ai débarqué dans le digital, il y a plus de 25 ans, donc au début, au balbutiement. Et en fait, moi, je suis un peu dans cette dynamique d'être un peu pionnière, mais arriver quand les marchés sont en train d'émerger. Et j'ai ce côté intuition où je sens les révolutions. Et clairement, il y a plus de 25 ans, la grande révolution qui a impacté nos vies au quotidien, c'est le digital. Et alors, quel pourrait être ton deuxième symbole pour te représenter? Alors, le deuxième symbole, je vais partir plutôt dans un personnage. Je vais utiliser la fée Clochette. Ok, super. Fée Clochette parce que elle a ce côté où elle arrive et quelque part, elle est là pour débloquer la situation. Elle est toute petite, elle a ses petites ailes, mais elle a quand même, sans avoir des pouvoirs illimités, elle a cette capacité d'amener une solution. Ok. Et toujours avec le sourire, donc toujours avec ce côté un peu positif et pas négatif. Et ça, c'est une des dimensions qui est essentielle, qui plus est, avec la nouvelle activité Sench, c'est vraiment de se dire, on peut changer les comportements des gens, que ce soit en termes de consommation, de production, de financement, mais on doit le faire de manière pratique, pragmatique et surtout enthousiaste, positif, désirable. La notion de désirabilité est vraiment très, très importante. Et ça, justement, ce côté tout au long de ta carrière, ou même, je dirais même dans ta vie perso, c'est quelque chose qui remonte, ce côté d'être positif, d'apporter de l'enthousiasme. Ouais, c'est vraiment ce qui me définit. Moi, je suis quasiment jamais de mauvaise humeur, je suis jamais down. Moi, je vois toujours la vie en rose et c'est ce qui permet toujours d'avancer parce que la vie d'un entrepreneur est clairement pas simple au quotidien. Donc, si tu as ce côté un peu défaitiste ou voir toujours le verre à moitié vide, tu vas vite, ça va vite être compliqué d'avancer. Et puis, même au niveau leadership, j'imagine que... les gens, ils n'ont pas envie de suivre quelqu'un qui fait la gueule et qui sait pas, qui est pas enthousiaste. Donc, ça, c'est aussi essentiel, bien entendu. Et ce que j'aime bien dans la fée Clochette, elle a une petite baguette magique. Ouais, elle a sa petite baguette magique.
Et en fait, c'est marrant, c'est parce que quand je suis arrivée en Belgique avec BeConnect, au début, concrètement, on était un peu en blind pour plusieurs grosses agences qui à chaque fois nous appelaient quand ils étaient dans la merde, de manière très concrète. Et à chaque fois, on trouvait des solutions justement un peu sur le pouce, avec une capacité aussi à être très, très réactif, parce qu'on avait des développeurs qui travaillaient la nuit, ce qui n'était pas le cas des grosses agences. Donc, on les dépannait dans la nuit des bêtises qui avaient été faites dans la journée. Et donc, ce surnom de fée clochette s'est matérialisé plusieurs fois en me disant « Je t'appelle parce qu'on m'a dit que tu étais la fée clochette. » Ah, ok, super. C'était marrant, voilà. En plus, c'est un surnom, une étiquette qu'on m'a collée à un moment. Quoi. Donc, super. Donc, voilà. Super. Donc, voilà, quand on a un problème, hop, on appelle Sabrina et un petit coup de baguette magique et on devrait trouver une solution. De la poudre, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Voilà, de perlimpinpin. Et hop là, tout s'arrange. Ok, super. Et quel serait ton troisième symbole alors? Alors, le troisième symbole, moi je suis une épicurienne. J'aime vivre, j'aime manger, j'aime boire, j'aime partager. Alors, le troisième symbole serait une bonne bouteille de Bordeaux. Ah ouais. Un bon Saint-Julien. Mais alors Sabrina, est-ce que tu la bois toute seule ou est-ce que tu... Par contre, je suis vraiment une fan de vin, mais je suis incapable de boire un verre de vin seul. Donc, ce qui veut dire que si une bouteille est ouverte ici, je la mets dans l'évier parce que je ne peux pas la boire toute seule. Et donc, des fois, crève-cœur parce que c'est du bon vin. Mais pour moi, c'est quelque chose justement à partager. Pas quelque chose que tu bois tout seul. Tu n'as pas du tout les mêmes goûts en fait. Je ne sais pas si tu as déjà bu le même vin. Dans une dynamique de partage et dans une dynamique... Mais comme tout. Ça n'a rien à voir. Donc, comme tout, comme voyager. Un voyage avec des personnes que tu apprécies peut être exceptionnel. Le même endroit avec des personnes que tu n'apprécies pas, tu n'auras aucun bon souvenir. Et c'est tout à fait ça. Voilà. Et en plus, je pense aussi au vin parce que c'est marrant. Chez BeConnect, on a beaucoup de jeunes. Et en fait, on leur a appris à bien manger, à bien boire. Et donc, quand on fait des dîners, souvent, ils disent « Ah non, ça, regarde, j'ai découvert ce petit vin. Ah, puis maintenant, regarde. » Et donc, on a transmis aussi cette culture, entre guillemets, du bien vivre. Parce que c'est ça, au final. Oui, et de la convivialité qui va autour d'une bonne bouteille de vin. Une bonne bouteille et puis vraiment cette logique de partage. Donc ton côté leadership, ça n'a pas été que de transmettre des savoirs au niveau stratégique, au niveau technique, digital, mais aussi le vin. C'est, le bien vivre. Ça me donne plein d'idées de questions là. Même si vous vouliez. Moi j'ai quand même envie de la poser. Du coup, justement, quand tu faisais passer des recrutements, parce que quand on est leader, on doit embaucher et souvent, c'est, je pense, une des phases les plus difficiles. Ah, c'est là où tu te plantes le plus. Voilà, et qu'en plus, quand tu dois dire à quelqu'un de partir, c'est aussi, humainement, c'est aussi très difficile. Et en même temps, ça peut être aussi ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise et pour la personne. Souvent, c'est le cas. De toute façon, si tu dois mettre quelqu'un dehors, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, le problème, il est subi par les deux parties. Donc, il faut Mais donc, c'est pour ça que tu essayes d'avoir le moins à faire face à devoir que la personne parte. Donc, le recrutement étant super important. Toi, comment t'évaluais justement, parce que comme tu dis, tu as envie de travailler avec des personnes qui sont épicuriennes, qui aiment le bien vivre et que ça va être sympathique de travailler tous ensemble. Est-ce que tu as peut-être un petit tips sur comment justement tu allais évaluer s'il y avait un fit au niveau culturel finalement? Alors en fait, le process de recrutement chez nous était en 2 étapes. La première étape était déjà un filtre de mon associé Olivier de Decker, qui lui en fait concrètement filtrait notamment sur base de la job description, des hard skills, mais aussi des soft skills, parce que c'était... De toute façon, on était associés, il y avait une raison, il y a une complémentarité, et en tout cas une vision et des valeurs complètement communes. Et en fait, c'est assez simple parce que justement, tu vas sortir un peu du cadre professionnel et tu vas poser des questions sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui les drive, et à partir de là, tu vas voir un petit peu comment entre guillemets, ce qui ressort de la personnalité. Donc, clairement, tu dois checker qu'ils aient les bons skills, mais tu dois essayer justement, en fait, de leur faire tomber leur petite casquette aussi qu'ils ont pendant leur entretien. Et puis, ils m'ont fait comment tu chapeautes. Oui, toutes les questions préparées. Voilà, alors, si tu avais un défaut à me dire. Je serais ça. Si tu étais une fleur, tu serais quoi? Mais tu vois, souvent aussi, j'ai posé ces questions un peu complètement qui décontenancent, parce que c'est là où tu vois comment la personne réagit. La personne qui dit « une fleur, non mais ça va pas, etc. » Si t'es par exemple sur un job plutôt créa, tu dis laisse tomber, le mec il est pas capable de me sortir une fleur, il y a un problème quoi. Donc, t'es devant un ingénieur, exactement, devant un ingénieur qui te regarde avec des grands yeux, c'est un peu normal quoi. Mais même en ça, tu lui donnes des exemples et ça lui permet de s'approprier entre guillemets l'imagerie.
Et là, ils vont te sortir la plante quasiment inconnue qui a une double propriété, qui voilà. Donc, ok, toi t'es bien nagé, tout va bien. Et oui, mais alors comment tu vas les checker qu'ils vont avoir ce petit côté bien vivre? En fait, moi, je suis une femme d'intuition, donc je me fie à mon intuition. Et je me suis rarement plantée. Genre plantée de temps en temps, mais rarement plantée parce que souvent, là, quand j'avais le petit truc qui gratte au fond de moi, c'est qu'il fallait pas aller. Et il y a des fois où j'étais. Parce que sur le papier, on cochait toutes les cases. Donc, même si j'avais ce petit truc qui grattait, j'ai dit, c'est pas grave. Et en fait, ça n'a pas allé. Ouais, donc ça, c'est intéressant. C'est parfois sur le papier, ça coche toutes les cases. Mais on sent bien qu'il n'y a pas un fit réellement. Et ben, c'est... Non, c'est ça. En fait, tu sens que la personne, quand tu lui parles de certaines valeurs, d'une philosophie, business et de vie, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, boulot. Donc, il faut avoir cette philosophie de vie. En fait, si tu vois quelqu'un qui habille son discours, il réfléchit trop longtemps, c'est pas naturel, ça sort pas. Donc là, il faut... Aussi peut-être un peu comportemental, comment il se tient. Body language aussi, etc. Alors après, c'est là où il faut pas être sectaire non plus. C'est pas un exercice facile. C'est ça, parce que quelqu'un qui est très introverti... Exactement, voilà. Et l'un de nos premiers collaborateurs, Olivier Ponteville, la première fois que je l'ai vu et qui m'a serré la main, il regardait ses pieds, ça m'a été toute tremblante, toute machin. Et aujourd'hui, c'est l'un des mecs qui tient le plus la route sur le marché. Enfin, tu l'as connu. Ouais. Et donc, il faut aussi... garder à l'esprit que ça dépend aussi du niveau de maturité. Là, il sortait de l'école, c'était un petit lapro tout mouillé, quoi, si je veux dire. Donc, il faut juger si la personne sort juste de l'école ou a une première expérience. Bah, de fait, elle va être moins à l'aise que quelqu'un qui a 5-10 ans d'expérience. Et d'ailleurs, on ne lui demande pas la même chose. Si tu embauches demain ton directeur... de com ou sales, tu lui demandes de savoir bien se présenter, d'être hyper clair, etc. Exactement, voilà. Donc tu joues aussi avec ça. Mais de manière générale, l'intuition. En fait, il faut s'écouter. Si ça grattait en disant, tiens, je vais vérifier. Et souvent, c'est ce que tu fais en rebouclant avec d'autres collaborateurs. Yes, bon, ça, déjà, on a bien cerné le côté à la fois fait clochette, qui dépatouille les problèmes, qui garde le côté positif, mais aussi qui va rester dans l'intuition, dans le partage aussi. On voit que c'est important pour toi. Et puis, ce côté d'aller prendre... je dirais les changements de société, comme il y avait le digital. Aujourd'hui, tout ce qui est, on va dire, sustainability. Je ne sais pas trop comment on le dit en français, sustainability. En fait, on dit durabilité. Oui, mais je trouve pas que ça sonne pareil. C'est pas le bon terme. Non, moi, je parle plutôt, en fait, d'un futur soutenable, c'est-à-dire qu'on est capable de continuer à vivre, mais qui soit vivable, vivable et désirable. J'aime bien ton mot désirable, parce qu'effectivement, en fait, le but, c'est pas... Et regarde, quand on fait du market, on crée du désir, on alimente un désir. Donc aujourd'hui, là, on a installé des codes qui font que pour être bien en société, c'est avoir une grosse bagnole, être tout seul dans son SUV, c'est consommer X marques, surconsommer, et si tu n'as pas X milliers d'euros sur toi, t'existes pas, on a créé tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui reste encore désirable. Je pense que notre rôle... Ça commence à changer. Et c'est d'accélérer ce shift et de faire en sorte que demain, ce soit désirable de tout simplement, pas forcément plus avoir de véhicule, mais de se poser la question de comment on bouge en mobilité, donc d'équilibrer entre un véhicule, un transport en commun, de la marche à pied, du vélo, etc. Et c'est ça qui va faire entre guillemets... Entre autres. Il n'y a pas que la mobilité. Non, pour l'exemple de là, parce que j'étais partie sur mon exemple de gros SUV. Tout à fait, on le connaît bien cet exemple-là. On connaît bien cet exemple, ne citerons pas de marque. Surtout si vous vivez en Belgique. Alors... Exactement. Il y en a un peu partout. Merci la fiscalité. C'est ça. Et ce que j'aimerais bien, donc là, on a vu, donc il y avait les défis du recrutement. Et là, pour commencer un peu dans le dur, j'aimerais que tu me racontes un peu quel a été ton plus grand défi que tu as rencontré dans ta carrière et comment tu l'as surmonté? Alors, le plus grand défi, en fait, ça a été dans le cadre de l'intégration de BeConnect au sein d'IO, le groupe qui nous a Donc ça, c'était il y a 5 ans quand vous l'avez vendu. Parce qu'en fait...
on a décidé de rejoindre ce groupe avec une vraie vision, une philosophie commune avec le patron Peter Janssen et le fonds d'investissement, qui était de se dire, OK, aujourd'hui, le positionnement qu'on avait chez Biconex, c'était, OK, on est des spécialistes du digital et surtout des réseaux sociaux et du marketing mobile. Mais en fait, cette verticalité qui faisait sens il y a encore quelques années ne faisait plus sens à ce moment-là. Et donc, justement, dans les discussions stratégiques qu'on a avec mon associé, c'était, OK, est-ce qu'on s'intègre dans un grand groupe pour être capable de vraiment délivrer de A à Z la valeur que le client doit attendre aujourd'hui, donc de répondre généré par le digital. Donc répondre aux nouveaux besoins en fait des clients. Besoins beaucoup plus transverses de A à Z, ou alors on va plutôt sur l'acquisition justement d'entreprises pour être nous-mêmes capables de le faire. Et c'est vrai que on a décidé de signer avec Peter Janssen parce qu'il y avait cette vision de dire, voilà, en gros, aujourd'hui, vous êtes plein d'experts verticaux. On va prendre tous ces experts, vous êtes tous des entrepreneurs et on va créer cette offre de A à Z. Et là où vous passez énormément de temps à vous batailler contre d'autres agences pour essayer d'avoir une petite part ou une grosse part ou moyenne part du gâteau, là, le gâteau, il est partagé entre tout le monde puisqu'on est de la même entité. Et donc, vous allez vous concentrer sur quoi ? Créer de l'impact. Et ça, cette notion d'impact, pareil, c'est toujours ce qui a été travaillé chez Biconex. Je disais toujours, moi, je ne vends pas des heures, je vends de l'impact. Si on est capable de faire en 4 heures ce que les autres font en 8 heures, c'est tant mieux pour nous. Mais si tu as le même impact, je ne vois pas pourquoi je te le vendrais 4 heures parce qu'on est plus efficace, ça va coûter moins cher. Non. Et ça, cette notion voilà, de valoriser l'impact. Et finalement de performance. Et donc de performance derrière. Et en fait, on va dire sur papier, c'était top, mais c'est là où la culture est essentielle. En fait, au niveau local, on a fusionné avec une autre agence qui n'avait pas du tout la même, entre guillemets, philosophie, les mêmes Tu veux dire sur les bureaux, vous êtes mis à partager des bureaux avec une autre agence qui avait été aussi rachetée par IO. Voilà, au niveau local, puisque ça marchait par pôle, il y avait plusieurs campus. Et donc sur le campus de Bruxelles, on s'est retrouvé avec une autre agence qui n'avait pas la même philosophie, la même valeur, les mêmes valeurs, la même façon de faire du business. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Et en fait, il y a aussi la différence culturelle qui est que, honnêtement, tous les gens que j'ai rencontrés chez IO, c'était des gens brillantissimes, donc avec un quotient intellectuel vraiment supérieur à la moyenne, indéniablement. Par contre, et c'est probablement lié aussi culturellement, plus tu remontes dans le Nord, mais un quotient émotionnel quasiment inexistant. Et donc, tu vois, par exemple, on était 25 personnes quand on a intégré, tous les collaborateurs étaient en moyenne payés 15% en deçà du prix marché. Mais tout le monde le savait et les collaborateurs le savaient. Quand on a été intégré dans le groupe, forcément, la première chose, c'est demande de remise à niveau. Et j'ai tout simplement dit, les gars, on fait une mise à niveau et c'est fait un one-shot. Et là, on m'a expliqué que non, ça crée une jurisprudence, que tu ne pouvais pas augmenter des gens de 15%, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on m'a demandé ? On m'a demandé de laisser partir mes people, que j'avais formés, mes vrais experts, ce qui faisait la valeur de Biconex. C'était eux qui étaient capables de créer l'impact. Bien sûr. Pas nous tout seuls, attention. C'est vraiment toute la dynamique. Et donc, on m'a expliqué qu'il fallait que je les laisse partir pour aller embaucher sur le marché donc des gens que j'avais payés plus cher que mes people actuels, parce que c'était comme ça que ça marchait et qu'on ne pouvait pas créer. Qu'est-ce qui s'est joué en toi à ce moment-là ? Eh bien... Parce que j'imagine que ça allait contre tes valeurs. Oui, puisque, comme tu dis, ça, c'était tes people à toi. Exactement. Que tu avais formé, qui était ta famille, etc. Exactement. Et que tout d'un coup, on te dit, va les jeter. Tu vas commencer à mordre. Tu vas commencer à... Je suis quelqu'un d'assez... En fait, j'ai un caractère entier. Donc, je peux être très, très cool. Puis après, je passe en mode très, très conne. Et donc, j'ai eu tendance à passer plutôt en mode pas cool, à recadrer, à même faire, entre guillemets, à avoir des discussions que je n'aurais pas dû avoir avec ma hiérarchie en leur expliquant que c'est pas comme ça que ça marche. Et donc ça a été très dur et en fait au départ j'ai fait aussi un peu c'est pas grave, on va y arriver, on va attaquer, etc. Et là quand tu étais justement au début, c'est pas grave, on va y arriver, si tu repenses à ce moment-là, tu as commencé à te dire bon attends, je vais essayer. Quel était ton objectif à ce moment-là au début ? Mon objectif au début, c'était de faire en sorte d'intégrer Biconex dans l'écosystème. Et donc, mais à partir du moment où ils t'ont dit non, t'es mignonne Sabrina, mais on va pas augmenter tes gars. Et bien alors là, ça a été tout simplement de leur expliquer l'enjeu et l'impact que ça allait avoir en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. C'est ça. Et donc là, tu es venu avec des tableaux, chiffres... On est venu avec du... Non mais les gars, ça va pas aller, on va perdre ça, etc. Et puis après, en fait, on est venu aussi tout simplement avec... de l'humain, donc travailler l'humain en one-to-one, aller voir les gens qui bloquaient en leur expliquant mais regarde, non, si on fait ça, il y a un problème. Maintenant, le point principal, c'est que ça a montré qu'il y avait en fait une inadéquation et quelque part une incapacité à vraiment créer de l'impact derrière parce que ça voulait dire que soit on se refermait sur nous-mêmes, soit
on allait devoir un peu mordre notre chic et se mettre au diapason des autres en sachant que c'était pas nous. Et donc, si tu te travestis, tu sais que t'es pas bon. Et ça se ressent aussi dans la qualité de ce que tu délivres. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on tombe sur, parce que ça, on entend beaucoup, c'est comment réussir une fusion. Et là, j'entends qu'effectivement, c'est un peu David contre Goliath. T'es 25, t'arrives, ils sont plus de 1000. En fait, oui et non. Parce qu'en fait, c'était l'agrégation de petites structures, entre 25 et 50 personnes. Donc, on était plusieurs petites. Donc, à la base, tu pensais que tu allais pouvoir garder ta culture d'entreprise. Parce qu'en fait, j'avais des entrepreneurs comme nous, j'avais des équipes avec des experts avec la même dynamique. Donc, normalement, il n'y avait pas ce souci. Mais tu prends des entreprises, des entrepreneurs de manière individuelle, et après, effectivement, tu les mets dans un écosystème qui, quelque part, à un moment, les dépasse en termes de gouvernance. Et ben, c'est là où ça devient forcément plus compliqué. Et du coup... Quelles sont les leçons que tu as tirées pour justement la prochaine fois si soit tu vas intégrer un groupe, soit tu rachètes une entreprise qui vient s'intégrer chez toi? Eh bien, en fait, c'est justement de passer plus de temps à comprendre la culture, les valeurs de l'autre et de l'ensemble des entités. Parce que typiquement, moi, au départ, on avait rencontré telle ou telle boîte et ça me matchait parfaitement. Mais on ne l'a pas fait avec toutes les entités, et surtout pas les entités avec lesquelles on a fusionné concrètement au day-to-day. Donc ça, j'y ferai plus attention. Et c'est pas une critique, mais il y a aussi, en réalité, moi je suis une latine, je suis une française. Les Néerlandais, les Flamands n'ont pas la même culture, n'ont pas les mêmes leviers. Et donc, il y a un socle qui n'est pas commun à la base. Et donc ça, il faut y faire attention. Et je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, je dis juste que si tu n'as pas un socle parfaitement commun, culturel au sens premier du terme, alors peut-être que ça va être plus compliqué. Ou du moins, pour vivre en Flandre, en étant française, et je vois de quoi tu veux parler. Non, pas tous les jours, mais comme tout le monde. C'est parce que parfois on dit c'est comme dans un couple. En fait, parfois c'est plus simple, parfois quand tu sais que les deux viennent d'une culture différente, et du coup les deux sont au courant de la différence. Oui. Et du coup, respecte la différence de l'autre. En fait, c'est aussi une question de confiance et de respect. Et en fait, parfois, c'est de penser qu'en fait, parce que tu es deux entrepreneurs, et, que vous avez tous les deux monté une entreprise, donc vous avez beaucoup en commun et qu'en fait, vous êtes les mêmes. Mais en fait, pas du tout. Non, et donc, c'est plutôt d'aller voir vraiment peut-être les différences. Exactement. Et de creuser les différences pour voir si c'est des différences qui vont plutôt t'ouvrir l'esprit et t'amener vers quelque chose que tu ne connais pas, ou est-ce que ça va être un point de blocage? Et puis savoir si l'autre en fait est OK à travailler avec quelqu'un qui est différent de lui. Exactement. Et pas juste dire non, il y a une seule façon de faire. Et donc globalement, en fait, ce truc, pour moi, ça a été comme comme un process. Au bout d'un moment, tu vois que tu n'y arriveras pas, tu vois tous tes people partir. Et là, tu rentres dans un process qu'au départ, tu caches parce que tu fais vraiment l'autruche. Mais en réalité, c'est un process de deuil, en fait. Tu dois accepter, et c'est pas facile du tout, que ce que tu as créé à la sueur de ton front, en investissant énormément de temps, d'énergie pendant 10 ans, ça puisse être cassé par quelqu'un d'autre. Et puis, c'est que c'est plus ton bébé, quoi. Et c'est plus ton bébé. Et donc, si on voulait cristalliser vraiment qu'est-ce qui fait que ça, c'est ton défi qui a été le plus dur jusqu'à présent dans ta vie, c'est quoi les critères qui font que justement c'était ton défi le plus dur? Le plus dur, c'est en fait, c'est de casser toute cette dynamique humaine qui avait été créée. Et le plus dur, c'est vraiment de voir tes people partir et de te dire, mais maintenant, je vais faire quoi, moi? Parce que un entrepreneur, il est rien sans son équipe. Enfin, désolé, puis on était bons parce qu'il y avait des bons chez nous. D'un seul coup, tu te dis, mais j'ai plus ça. Donc, pourquoi c'était dur? C'est voir tes people partir et puis les voir un peu déprimés, tu vois, parce qu'eux aussi, on a cassé leur jouet. C'était un jouet commun, tu vois, c'est une famille. Et c'est comme quand t'éclates une famille, tout le monde en souffre, en fait. Ensuite, le deuxième, c'est que tu sais qu'en fait, ce pourquoi tu te lèves tous les jours, c'est pour tes clients. Ça veut dire que si tu n'as plus les experts, tu n'es plus capable de faire ça réellement bien. Donc, ce qui fait ta valeur aussi sur le marché, ce qui fait ta spécificité et ta capacité d'impact, tu es en train tout simplement de détruire ce qui te permet de le faire. Donc, ça va pas, quoi. Et comment tu as surmonté ça? J'ai pris une coach. En fait, au début, j'ai fait vraiment la politique de l'autruche. Non, c'est pas grave, tout va bien, je vais m'en sortir. Et puis, j'en ai discuté, parce que les entrepreneurs doivent toujours discuter entre eux, ça fait gagner beaucoup. Et en discutant avec plusieurs entrepreneurs, ils m'ont dit, non, mais Sab, c'est un deuil. Et je dis, non, c'est bon, c'est pas un deuil, quoi. Regarde, c'est une boîte. Non, Sab,
tu te rends pas compte de ce que tu as investi, de ce que tu as créé, de cette dynamique humaine que tu as créée. Et là, on est en train de tout péter. Donc, ouais, c'est un deuil. Que ça t'a apporté justement de faire un trajet de coaching? La capacité de prise de recul, la capacité à accepter que ce soit un deuil. Et donc, on acceptait les phases et d'avoir quelqu'un qui t'aide en disant « Ah, bah là, t'as passé telle phase. Maintenant, on se concentre sur telle phase. Et maintenant, on fait ça. » Et c'était pas un gros coaching, hein, mais ça fait du bien, en fait, d'avoir quelqu'un qui t'écoute, qui a de l'empathie et qui a une capacité quand même à t'aider à comprendre où tu en es et où tu peux aller. Sans te donner forcément les clés, parce que c'est le principe d'un coach. Mais donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est ce qui m'a permis d'un moment de relever la tête et d'accepter les conclusions à la fin. C'était... Bon, on est bien d'accord que, comme pour reprendre ton expression, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. Non. Et elle me dit, toi, t'es rond et eux, ils sont carrés. Maintenant, il faut arrêter. Ok. D'accord. Bon, t'as raison. Et du coup, j'aime bien cette image qu'à la base, tu essayais de faire rentrer un rond dans un carré. Et donc, on arrive à notre discussion de un de tes drivers qui est de Be Strong, qui t'a drivé toute ta vie. Et on le sent, parce que derrière l'enthousiasme, comme tu dis, allez, on est leader, les gens nous suivent aussi parce qu'on amène de l'énergie et qu'on n'est pas en train de faire la vie difficile. Suis-moi, je vais t'emmener loin, quoi. Et donc, il y a ce côté Be Strong qui est ce driver en toi. Et tout de suite, quand on a commencé à en parler, tu m'avais parlé de la génération que tu liais avec la génération performance. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'est la génération performance pour toi ? Eh bien, c'est nous. Alors, tu sais, nous, les gens qui tournaient... années 80 les 77, 80. En fait, on est quand même la génération Friedman, hein. C'est quoi ? Quel est l'objectif ? C'est d'être performant. Et quelle est la mission d'une entreprise ? C'est générer du cash, that's all folks. Et on a quand même été... moi, j'ai fait parcours en France, prépa HEC, donc pareil pour les élites, où on t'apprend que t'es une élite, on t'apprend à travailler, on t'apprend c'est très français aussi. En te gavant comme une noix, en espérant que tu recraches plus ou moins dans le bon sens tous les trucs qu'on t'a mis dedans. Et en école de commerce, on t'explique concrètement, et tu dois délivrer. Qui plus est, en plus, moi, dans un marché... par définition, drivé par la performance, le digital, parce que le digital a amené cette logique de performance par nature. Et très transparent là-dessus. Et très transparent là-dessus. T'es un peu poussé par ça. Et puis, il y a aussi cette logique de... quand t'es une femme dans le business, qui plus est dans le digital, t'es plus performante que les autres. Enfin, à l'époque, moi, j'étais une des rares nanas dans le digital, t'avais intérêt de dépoter. Parce que si t'étais là juste pour faire la plante... Donc, toi, t'as la perception qui fait que tu délivres plus que les hommes pour avoir finalement ton droit... Pas forcément plus que les hommes, mais plus que la moyenne, que ce soit homme ou femme. C'est pas le critère par rapport à l'homme, parce que moi, je m'en fous. Et qu'est-ce que ça allait t'apporter d'être plus que la moyenne ? Après, je pense aussi c'est la façon dont j'ai été éduquée. Moi, j'ai été éduquée avec le sens de l'effort, avec la rigueur, avec le sens de l'argent. Moi, je viens pas d'une famille riche, j'ai une classe moyenne, attention, je ne vais pas à plaindre, j'ai pas non plus, attention. Mais tout ça m'a appris que... et tu dois faire attention à ce que tu fais, à tes investissements, et tu dois toujours tirer le meilleur de ce qu'on te donne de toi-même. Donc, tu es toujours dans cette logique de perf, en fait, quelque part. Et tu dois cocher certaines cases. Et après, c'est ce qui a fait que j'ai réussi aussi à monter l'ascenseur social, comme on dit, et à arriver aujourd'hui avec une qualité de vie qui est supérieure à celle que j'avais quand j'étais plus petite. Ça, c'est certain, quoi. Mais on fait partie de cette culture de l'hyper-perf, où on doit toujours faire plus. Regarde, aujourd'hui, même toutes les boîtes, tous les managers, qu'est-ce qu'ils font toute la journée ? Et pour moi, c'est une aberration. Ils se branlent la nouille autour de KPI, de perf. Est-ce qu'on a fait plus ? On n'a pas fait plus. Mais plus pourquoi ? En fait, c'est ça la question. Et plus... Pour plus, si c'est plus de chiffres, en fait, on s'en fout. Plus de marge. Ok, mais à quel prix ? Si c'est pour que tes people soient complètement épuisés, la langue qui pend, et que le mois d'après, tu ne sais plus délivrer, là aussi, ta monture, tu dois, entre guillemets, la gérer dans le temps. Donc, on vient de ça. Et clairement, quand tu regardes tout ce qui est années 80 et toute l'idéologie économique, etc., c'est drivé là-dessus. Et tu le vois bien dans la pub, qu'est-ce qu'on a montré ? On montre des gens qui réussissent. Bien sûr. Les réseaux sociaux. Et ce qui était vrai encore à l'époque. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, c'est pas pour ça que nous, on va avoir finalement une belle retraite. Ah non, clairement. Et donc là, on voit bien la nouvelle génération d'ailleurs qui dit moi, c'est bon, j'ai vu mes parents trop travailler. Exactement. Et je veux plus rien faire. Mais à côté de ça,
Ils sont quand même dans le culte de la performance. Regarde, télé-réalité. C'est quoi? C'est des gens qui viennent, entre guillemets, Oui, il faut limite que tu aies les seins parfaits, les fesses parfaites. C'est encore plus dur. Physiquement, et donc tu vas pouvoir passer à la télé, et donc tu vas pouvoir sortir, entre guillemets, de ta vie un peu misérable, parce que la plupart du temps, ils viennent de milieux plus ou moins défavorisés, ils n'ont pas une grosse éducation, etc. Ben, ça leur permet de faire ça. Les influenceurs, c'est pareil. Les influenceurs, c'est quand même, dans 80%, il y a des gens très bien, c'est pas le point, mais 80%, quoi, c'est du paraître. Ils font croire qu'ils ont une vie parfaite. Je pense que tu as déjà vu ça aussi en vacances, où tu arrives dans un chouette hôtel, tu vois direct les influenceurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leurs vacances à faire des photos. Ils ne vivent pas du tout le lieu. Ils ne vivent pas l'expérience. Ils ne vivent pas l'expérience. Je me réveillerai toujours. On était au Mexique. Et avec mon homme, on fait une grande balade sur la plage, mais au moins 2 heures. Et donc, quand on est passé la première fois, tu avais un mec, donc sous à peu près 38 degrés, avec un costume, pas de chemise en dessous. Et donc, il sautait devant son appareil photo, c'est en ouvrant son... Donc, pour montrer ses... Et bien, pendant les 2 heures où nous, on a marché, il a sauté. On a pris l'apéro, on a profité. Lui, il a sauté. Il a sué, quoi. Il a sauté. Donc, on a repassé, mais qui était dégoulinant. Mais il travaillait. Il travaillait alors que toi, tu étais en vacances. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il voulait juste? Il voulait la photo parfaite, montrer, entre guillemets, que lui, il avait réussi. Mais c'est fake. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui, en fait. C'est ça qu'il faut changer. Et c'est là où il faut se dire, OK, tu vois, quand j'ai monté scène, je me suis dit, OK, bon, ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, j'ai pris 1 mois et demi de vacances, ce qui était énorme pour moi. J'avais fait ça de ma vie, j'ai dit, trop cool. Mais bon, au bout d'1 mois et demi, on s'ennuie. On s'ennuie. Et après, je me suis dit, OK, tu es une entrepreneur, donc tu vas continuer à créer. Et donc, je me suis dit, OK, on va faire du business, mais est-ce que tu dois continuer à faire du business comme tu faisais? Est-ce que tu dois, en fait, continuer à aider L'Oréal à vendre ton dernier mascara? Un côté capitaliste, en fait, tu voulais sortir... Pur capitaliste. Et surtout, en fait, pour des choses qui n'ont pas... Tu le vois bien, regarde, bon, je cite L'Oréal parce que c'est une grande marque, mais L'Oréal, il crée des fausses innovations toutes les 2 minutes pour recréer du volume, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de faire la campagne pour le mascara Pouet Pouet, et tu sors le bling bling. Et puis après, le max machin truc. Bling, parce qu'on a tout fusionné. Là, maintenant, voilà, t'as même plus besoin de mettre quelque chose sur tes cils, quoi. Ça tient toute l'année, quoi. Bref. Donc, tout ça, je me suis dit, est-ce que t'as encore envie de faire ça? Non. Est-ce que, justement, il faut pas faire du business différemment, de manière plus consciente? Et là, j'ai commencé, parce qu'à la base, je suis pas du tout en mode écolo au sens politique du terme, mais à me poser des questions, à me dire, OK, mais en fait, comment on peut faire du business périn demain, du business qui fait sens aussi pour les gens, parce qu'on voit bien que la plupart des gens là aujourd'hui ils saturent complètement de ce qu'ils font dans leur boîte, et donc moi je le sais en tant que patronne, si tes people ils sont pas bien, s'ils ont pas la patate, eh ben je te jure que tu vas perdre en rentabilité de manière puissance 15. Donc comment tu fais en sorte que t'amènes du sens, t'amènes quelque chose de positif, et quelque part là aussi cette intuition, au même titre que j'avais eu cette intuition il y a plus de 25 ans dans le digital, là il y a un truc en train de se passer et ça va changer nos vies. Soit tu regardes, soit tu participes à ça. Et aussi, surtout, tu casses cette dynamique éco-anxiogène, stigmatisante. Au lieu d'être dans l'interdiction, d'être plutôt dans... la solution. Voilà, regarde, en fait, voilà, l'alternative. L'alternative, OK. Tu veux continuer, tu aimes voyager, tu veux continuer à voyager, OK, fine. Tout ce qu'il faut, c'est que tu aies conscience de quel est l'impact quand tu voyages. Après, tu vois, on décrit vachement l'avion. En réalité... Ce qui impacte le plus, c'est la voiture. Pourquoi? Parce que la voiture, tu la prends quasi. Il y a des gens qui la prennent au quotidien et tout seul dedans. L'avion, de toute façon, en fait, si tu le regardes à la marge, si tu le prends une fois tous les 5 ans, c'est pas la fin du monde. C'est pas qu'il faut le faire tous les jours. Mais ça demande beaucoup plus d'investissement au niveau politique, au niveau des gouvernements, parce que, ne serait-ce que parler pour la Belgique, c'est quand même une catastrophe. Sortie de ta voiture, si tu habites dans une petite ville, mais t'as rien. En fait, tu es obligé d'avoir une voiture. Mais t'as ça. Et puis, il y a aujourd'hui un vrai problème de lobbying et de subsides. Tu prends le train. Le train, en tout cas, si tu prends un Thalys, tu es, je crois, aller-retour 220 €. Tu prends, hors de prix. Limite, un avion, ça va te coûter 20 balles. Et c'est un vrai souci. C'est une vraie problématique. Parce que tu veux demander aux gens de changer de façon de vivre. Mais c'est pas abordable. Il faut que ce soit abordable. Et c'est aussi pour ça que pour Sench, au départ, et on me le reproche, c'est pas qu'on n'a pas une approche démocratique, c'est qu'on demande à ceux qui peuvent et qui doivent le faire parce qu'ils en ont les moyens financiers, intellectuels, en termes d'éducation, de se bouger.
plus, et on le voit, les chiffres sont très clairs, plus tu as de l'argent, plus tu fais de l'impact. Pourquoi ? Parce que plus tu as de l'argent, plus tu consommes. Et en proportion vraiment importante. Et donc, le principe, plutôt que d'aller embêter, allez, je vais prendre un gros stéréotype, la caissière de chez Deleuze en lui disant « T'es pas bien, tu vas arrêter de faire ça, tu vas pas prendre ta voiture. » Oui, tu vas pas arrêter d'acheter des trucs chez Temu qui coûtent 1 euro. Mais elle, sa vraie problématique, c'est de réussir à continuer à bouffer jusqu'à la fin du mois. Exactement. C'est ce qu'on lui demande, enfin, c'est ce qu'elle vit. Qu'est-ce qu'on va lui demander de changer sa vie ? À de dire « Ah non, madame, c'est pas bien, faudrait plutôt acheter des pâtes bio. » Elle n'a pas les moyens. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est que nous qui avons les moyens, on change nos façons de consommer, on fasse en sorte que les chaînes de valeur, justement là où pour l'instant c'est fait de manière entre guillemets plus isolée, plus confidentielle, que ça devienne justement, ça impacte les chaînes de valeur et que demain, là où nous on achète, il y ait des effets de volume qui permettent à d'autres de l'acheter parce que ça coûtera moins cher qu'aujourd'hui. Et donc, on doit être dans cette dynamique-là et on doit accompagner ce changement. Et nous, nantis, on a un vrai rôle à jouer et donc, on doit se bouger. Et en plus, pourquoi on doit se bouger plus que les autres ? Parce qu'on a des positions en entreprise qui nous permettent de faire avancer les choses beaucoup plus. Tout à fait. Et là, c'est pas mal comme parallèle, comme quoi, quand on est leader, plus on grimpe, plus c'est de notre responsabilité. Exactement. Justement, c'est ta responsabilité. De faire bouger les choses. Et c'est pas forcément facile. Non. Ça demande du courage parce qu'on va contre ce qui existe déjà et que le changement, Personne n'aime ça. On va avoir de la résistance. On va avoir de la résistance. Il n'y a aucun humain qui aime le changement. Pourquoi ? Parce que, voilà, quelque part, c'est lié à la sécurité. Bien sûr. Le premier élément de base de l'humain, c'est d'aller chercher la sécurité. La sécurité. Bien donc, sûr. Pour sa survie. Exactement, pour la survie. Donc, dès que tu touches à ça, c'est compliqué. Donc, changer, oui, mais proposer des alternatives que les gens ont envie d'embrasser. Voilà, et c'est pour ça qu'on revient avec le côté désirable. Exactement, d'où on vient avec le côté désirable. Donc, du coup, je le répète, si vous voulez suivre Sabrina par rapport à toute cette problématique de justement comment vivre tout en étant plus responsable et en même temps en gardant une vie désirable. Donc Sench, c'est S-E-N-C-H. Voilà. Tout à fait. Donc vous pourrez comme ça la suivre et vous verrez que parfois elle est invitée aussi à d'autres podcasts et qu'elle travaille justement avec plein de grosses sociétés qui sont prêtes à faire ces changements. Parce que par exemple, tu as Procter & Gamble qui va bientôt... Oui, qui venait en tout. Voilà. Là, on ne travaille pas avec eux au sens où on ne les accompagne pas dans leur... Mais le principe, c'est ça. C'est effectivement, on a la chance d'avoir Franz qui est le responsable de tout ce qui est R&D au niveau sustainability chez Procter & Gamble et dont le motto est « Make sustainable irresistible ». Et concrètement, voilà, c'est d'aller chercher aussi des exemples concrets et partager ces exemples pour inspirer. Et donc, notamment, ils ont un projet qui est autour d'une 50-liter home. C'est montrer que concrètement, on peut réinventer la façon dont on consomme de l'eau dans une maison et que là où on va vite arriver sur des problématiques de carence en eau, en fait, en changeant la façon, notamment d'un point de vue technologique, mais pas que, on va pouvoir recréer un peu d'opulence parce que ça va être des systèmes de récupération d'eau, ça va être pour les produits détergents faits par Procter & Gamble de dire tiens, en fait, je dois faire des produits où avant, je faisais des produits qui étaient très bons quand j'étais à 60 degrés et autres. Mais 60 degrés, ça veut dire que tu consommes de l'eau, puis tu consommes de l'énergie pour la chauffer, puis puisque tu la chauffes. Comment ça peut fonctionner à 0 degré ? Comment, je fais un bon produit qui, même si la flotte est à 0 degré, ça fonctionne. Donc tout ça, voilà. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est montrer ces exemples ou d'autres exemples comme Sophie Repère-Velu de Mustela, laboratoire Expansions en France. Mustela, c'est les crèmes pour bébés. Oui, tout à fait. 325 millions d'euros de chiffre d'affaires, boîte familiale, et elle annonce, parce qu'elle a décidé, ils ont décidé de s'inscrire dans une stratégie à visée régénérative. Elle a le courage et le culot de dire, ok, dès 2027, j'arrête de produire des lingettes jetables pour les bébés. Pourquoi ? Parce que c'est contre ma raison d'être, parce que ça pollue trop. Là, on a un grand courage. Et là, il faut avoir un courage, parce que c'est 20% de son chiffre d'affaires. C'est ça, Mais quand tu rencontres une nana comme ça, et que toi aussi, t'es patron, tu dis... si elle le moi, fait, je peux le faire aussi. Et en fait, c'est ça qu'on veut chez Sench, c'est montrer qu'on peut le faire. Et quand les gens ne peuvent pas le faire seuls, c'est pour ça qu'on a développé aussi l'offre plus corporate dans notre Conscious Toolbox.
avec 2 piliers clés, c'est dire, ok, par exemple, souvent, on a eu le cas avec la maison d'Andois. Donc c'est les biscuits pour ceux qui seraient en France. Ouais, c'est des très très bons biscuits belges. Hyper haut de gamme et tout. Et une vraie entreprise familiale. Et donc là, c'est 2 frères qui ont repris la direction. Ils sont tous les 2 co-CEO, Antoine et Alexandre. Et quand on a rencontré Antoine, il nous expliquait que donc voilà, ils avaient décidé d'investir dans de la farine issue de l'agriculture régénérative. Ils savent que si ils ne s'inscrivent pas dans cette dynamique régénérative, autrement dit, qu'ils ne font pas que limiter, mais qu'ils vont être là pour restaurer, régénérer, et que ce soit au niveau des sols, de la biodiversité ou même de la connectivité. Donc au niveau de la production, même du blé, on va dire des ingrédients qui sont utilisés dans les biscuits. Mais cette farine, quand tu regardes au niveau de la production, les ouvriers collaborateurs qui font les biscuits, pour eux, c'est une farine pourrie. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas les mêmes propriétés que oui, elle n'a pas été améliorée pour faciliter. Donc elle va réduire la productivité machine. Il va falloir revoir les machines puisque... à court terme, c'est plus... Et Antoine a cette très belle expression en disant, de toute façon, si nous, on a la vision, si on sait où on veut aller, mais si le cœur, concrètement, nos collaborateurs ne battent pas avec nous, on n'ira nulle part et l'entreprise sera morte. Donc, typiquement, tu vois, on a été chercher des outils qui permettent, par exemple, d'engager des collaborateurs comme des gens qui travaillent sur une chaîne de production. Là, pour les embarquer, tu vas pas les embarquer avec du théorique, du surinspirationnel. Oui, ou leur dire vous allez sauver la planète, un truc qui s'en fiche parce que eux, leur travail devient juste plus difficile. Exactement, donc ça va. Ouais. Donc on a été chercher un outil qui est un outil comme un escape game, c'est un escape box. Donc au lieu de sortir d'une pièce, tu dois ouvrir une boîte. Mais donc concrètement, on les a fait jouer pendant 1 heure. Ok, super. T'as ramené du fun. Du fun, du désirable. Et après, pendant 1h30, tu remets en perspective les différents... Donc tu les as sortis en fait déjà de leur position de toi en tant qu'employé chez Dandois, tu les projettes sur autre chose pour qu'ils puissent appréhender en fait finalement le changement, pas directement sur eux, mais un peu comme on va dire une abeille qui regarderait ça d'en haut. Exactement. Et une fois qu'ils ont intégré le concept, qu'ils ont vu ce que c'était possible, tu les ramènes sur leur situation. Exactement. En fait, voilà, pendant le jeu, ils vont jouer avec des énigmes, par exemple, qui touchent à l'olfactif et au sentir. Il va y avoir des trucs scientifiques, il va y avoir du mort, il va y avoir plein de trucs. Super, parce que quand j'entends que tu utilises les différents sens, du coup, tu crées de l'émotionnel. Exactement. Et en fait, c'est là. C'est pour ça que pour moi, dans la partie jeu, tu mets les petites graines et tu crées un peu l'émotionnel qui va être le terrain pour après dire, ok, maintenant, on va vous expliquer les grands enjeux climatiques. Et ces enjeux climatiques, on ne va pas vous les expliquer de manière distanciée. On va vous l'expliquer en résonance avec la stratégie de votre entreprise. Et donc, en faisant ça, les collaborateurs de la maison d'Andois ont pu comprendre en disant « Ah, mais c'est pour ça que mes patrons font ça. En fait, ils font ça pour sauver mon job, pour que mon job il existe encore dans 10-15 ans. » Et là, c'est top, bien. Parce que tu reviens aussi sur une des problématiques de quand on se retrouve en haut, quand on est CEO, quand on est CMO ou n'importe quel... les C-level, c'est comment on embarque en dessous. Exactement. Parce que souvent, on peut être très visionnaire, mais on va aussi très vite. Ouais, et les gens... Et en fait, dessous, ça suit pas. Et ça, c'est une des plus grandes problématiques aussi, je pense, des personnes qui sont en C-level. C'est comment j'embarque en dessous de moi. En fait, et aujourd'hui, l'un des grands enjeux, notamment dès que tu as des réflexions de transition, voire vraiment à visée régénérative, donc vraiment une refonte de ton modèle d'affaires, si tu n'es pas capable d'embarquer tes people, tu vas nulle part. Mais là, j'adore ton idée d'utiliser les différents sens. Parce que toi, en psychologie, on l'étudie et on voit vraiment que justement les sens créent des émotions et on l'a pleinement avec les parfums, des souvenirs qui sont liés à justement aux odeurs, voilà. Et là, en fait, d'aller d'abord toucher l'humain avec son côté finalement le plus animal, avant de revenir dans le mental. Je trouve ça super intéressant comme approche et ça peut être un bon tips justement pour toutes les personnes qui se disent comment on embarque. Et au lieu de venir avec des grands plans stratégiques très froids et voilà, et avec un chiffre, il faut qu'on fasse 6 milliards parce que sinon on va être obligé en gros de virer 10%. Ça, on est sur un mode attaquant, on va dire, où du coup, l'employé se retrouve en mode défense,
au lieu de l'embarquer par le côté animal, de ce que tu disais, côté tout désirable, quoi. Ouais. C'est toute la dimension justement de conscious talk, c'est créer ces connexions humaines entre des gens qui bougent, entre des experts et le citoyen avec sa double casquette, sa casquette en entreprise, parce qu'on y passe plus de temps, et sa casquette consommateur. Oui, apporter la connaissance, parce que de toute façon, pour changer, il faut d'abord prendre conscience effectivement, que ça existe, qu'il y a d'autres choses, etc. Donc ouvrir en fait son champ des possibles pour pouvoir après se donner une possibilité de changer. Exactement. Et en fait, toute notre réflexion s'appuie sur le modèle de change management ADKAR. Ah oui, je connais bien. Awareness. Donc tu dois être au courant de quelque chose. Désir pour pouvoir avoir envie de faire partie de la solution. Knowledge doit te nourrir. Exactement. Et donc typiquement, ça va être avant l'action. Voilà. Et c'est ça. Et donc ça va être dire aussi comment on nourrit les différents people. Donc par exemple, tu nourris pas de la même façon une équipe qui ICT versus une équipe qui fait de la bouffe, par exemple. Ça c'est pas possible. Tout à fait. Et justement dans le modèle ADKAR aussi, il y a l'importance du sponsoring. Ouais. Et pour moi, ça reste le côté humain. C'est-à-dire que c'est pas parce que, en tant que dirigeant, on décide de quelque chose et hop, la décision est prise, faite. Tu vois. Ouais. C'est plutôt comment vraiment, au jour le jour, comment de semaine en semaine, on montre qu'on est derrière et qu'on vit le changement et qu'on est à côté de ses équipes. Ça, c'est toute la partie, justement, après knowledge, tu as ability and reinforcement. Donc, tu dois les nourrir, mais après, tu dois les mettre en capacité d'action. Et c'est là où c'est très important, justement, que ce soit structuré autour d'un plan et que tu les accompagnes dans cette mise en action. Et pour moi, c'est vraiment les personnes au-dessus qui ont finalement pris un peu les décisions, restent très visibles et qu'on voit concrètement comment ils sont engagés. Oui, aussi, clairement. Qui disparaissent pas. Tu vois, ça, c'est parce que sinon, enfin, on l'a tous connu dans des grosses boîtes, on fait c'est encore un nouveau plan de plus. Oui, exactement. Et on va le mettre dans le petit tiroir en bas à gauche. Donc on va sourire pendant un mois, et puis on sait que de toute façon, il y a un nouveau plan qui va arriver dans 6 mois. On va nous dire, ça y est, on a trouvé la nouvelle solution qui va tout révolutionner. Et on fait, moi j'attends la prochaine personne qui va être nommée. C'est Donc comment on ne tombe pas aussi dans ce piège et je pense que là, on en revient toujours. Être leader, c'est finalement avoir énormément de courage. Ouais, être un peu fou aussi, sans des fois. Tu peux barrer, tu dis pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Là, tu vois, par exemple, pareil, le deuxième pilier, c'est tout ce qui est réflexion régénérative. Et il y a plein de gens qui me disent, non, mais c'est pas un peu trop early stage, c'est pas trop advanced. Bah non, en fait, moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que si tu regardes juste aller à 100 mètres devant toi, vu les enjeux, c'est pas possible. Donc, il faut viser loin, il faut viser haut. Et pour moi, c'est ça aussi, être leader, c'est d'être capable de viser... d'avoir une approche d'utopiste pragmatique. Donc tu tapes haut et fort, loin, mais à un moment ça doit être réalisable. Et tu dois faire en sorte que ça devienne réalisable. Concrètement. Ouais. Et pour les entreprises que tu as déjà commencé à accompagner, est-ce que tu as pu observer le temps de changement ou peut-être que c'est encore en cours de transition? Non, mais ce que je veux dire, de emporter les équipes, tu vois, entre le moment où, on va dire, le dirigeant qui dit, bon, là, moi, je veux aller sur, justement, du régénératif, et donc je veux que mon entreprise devienne régénérative. À partir de ce moment-là, jusqu'à obtenir d'avoir embarqué les employés, et aller peut-être pas 100%, mais déjà, si tu as embarqué 60, c'est déjà gagné, quoi. Ouais. Tu dirais que ça prend généralement combien de temps ? Alors, donc déjà, une stratégie à visée régénérative, c'est à hauteur de 10-15 ans. OK. Et encore, ça dépend à quoi on s'attaque. Parce que c'est comme une révolution industrielle, si tu veux. C'est 30 ans, normalement, un impact industriel. Donc, au minimum, c'est 15 ans. Et en fait, le principe, c'est que si tu veux être là dans 15 ans, tu dois faire du reverse engineering. Alors, dans 5 ans, je dois être là. Alors, dans 10 ans, je dois être là. Et maintenant, voilà ce que je dois faire. Et donc, tu vois que c'est des étapes progressives. Si on reprend le cas de Mustela, le principe, c'est de dire, voilà, dès 2027, on arrête les lingettes pour bébé. Ouais. On se fixe pour 2030 de ne plus avoir aucun produit, entre guillemets, qui ne soit pas éco-conçu et qui ait un impact négatif. Donc, ça. Mais en attendant, tu vois, typiquement, ils ont dû continuer à développer des lingettes compostables. Pourquoi ? Parce que tu n'arrêtes pas du jour au lendemain. Donc, tu dois faire ta transition et mettre en place ce qui te permet d'aller là-bas. Et ensuite, un des éléments essentiels, ça va être de mettre en place la gouvernance
et la mesure de performance, la boussole qui va permettre justement d'arriver là où tu veux aller. Mais j'aimerais revenir vers toi et ce qui a joué en toi en tant que leader. Et donc tu disais que, et on le voit bien, ce côté be strong, on a vu que ça pouvait être très positif puisque c'est un driver, mais est-ce que parfois ce côté be strong a été à un moment donné dans ta vie peut-être aussi néfaste envers toi-même? Oui, parce que de fait, tu vas pas t'écouter beaucoup, quoi. Tu dois avancer, t'avances, vaille que vaille. Les années Biconnect, c'était 16 heures de taf par jour, le week-end inclus, tu y vas. Et donc forcément, oui, il y a un impact, sur toi. Maintenant, je pense que c'est une force qu'il faut garder, mais il faut aussi apprendre à s'écouter et donc et comment tu as fait impacts, en fait. Comment tu as fait toi? Est-ce que tu as déjà réussi ou comment tu y travailles encore aujourd'hui, je sais pas où tu en es, de garder ce drive vers aller hop, go, be strong, même quand c'est difficile, j'y vais, j'avance, je garde le smile et en même temps avoir l'autre côté, une partie de toi qui fait attention là, faut aussi que je m'écoute. Comment tu arrives maintenant à mieux équilibrer? Bon, on sait qu'on n'arrive jamais à l'équilibre, hein, mais comment tu évites de dépasser les limites? Je pense que c'est lié aussi à la démarche d'un business plus conscient. On parle de slow, tu vois, de ralentir. Ouais. Donc quelque part aussi, quand on arrive sur les approches et les réflexions stratégiques qu'on a aujourd'hui, ça implique aussi de te dire que justement, les indicateurs doivent changer. C'est plus de la perf. Tu dois plus être juste un pourcentage, une augmentation de ton chiffre d'affaires, de tes parts de marché, mais plutôt de la valeur. Et de la valeur à tous les niveaux. Valeur écologique, économique et sociale. Et donc, c'est se dire comment tu arrives à trouver cet équilibre. Et quelque part, tu l'appliques à toi. Non, mais quelque part, comme tu fais ce type de réflexion, tu essayes de l'appliquer un peu plus à toi-même. Donc, tu vas essayer justement de trouver un meilleur équilibre. Tu vois, tu es là et tu as le bébé chien là-bas. C'est dire, il y a quelques années, j'aurais dit jamais je prends un chien. Un chien, ça prend un temps de péter, quoi. Enfin, faut être honnête. Enfin, si tu veux, oui, si tu veux le sortir. C'est 2 heures par jour. Voilà, c'est dire, ok, moi aujourd'hui, j'ai organisé mes journées pour dégager en moyenne 2 heures pour le. Donc là aussi, tu as changé ta journée différemment. Enfin, forcé, mais avec du plaisir. Mais avec du plaisir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à titre personnel, je m'applique des changements, mais plaisir. Pareil, à titre personnel, avant, on avait rendez-vous, je prenais mes clés de bagnole, je sautais dans ma bagnole. Maintenant, je me suis pris le réflexe de dire, tiens, je vais d'abord regarder où je vais, comment j'y vais, est-ce qu'il n'y a pas une alternative. Et après, je ne vais pas être débile, si pour y aller en transport en commun, ça me prend 2 heures et une demi-heure en voiture, j'y vais en voiture. Mais je me pose la question. Donc, en fait, c'est plutôt se poser des questions là où tu t'en posais pas avant. Donc, c'est plutôt te mettre dans une dynamique de dire, ok, si je faisais différemment, ce serait quoi ? De prendre déjà du recul par rapport à la situation actuelle qui peut te permettre de dire okay, quelle pourrait être l'alternative finalement mieux pour mon énergie, pour l'énergie de la planète, pour tout le monde. Tout à fait. Ok. Et si on revient sur le côté donc be strong, donc on est dans la performance. Quand tu étais leaduse, donc quand tu gérais Biconnect, comment tu réussissais le côté on embarque, donc et on doit avoir une performance donc collective, tout en respectant l'individualité de chacun, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de performance, ou en tout cas va pas se révéler de la même manière. Comment, en étant une personne strong, très dans la performance, tes équipes, comment tu les gérais pour une performance individuelle? En fait, c'était assez naturel dans le sens où en fait, la performance individuelle s'inscrit dans la performance collective. Et qu'à partir du moment où l'enjeu, la dynamique et la motivation n'est pas strictement individuelle mais collective, en fait, c'est ça qui fait la différence. Chaque individu va se bouger parce qu'il sait que son collègue dépend de ça, l'impact client dépend de ça, donc tu vas le gérer. Enfin, en fait, tu vas plutôt créer une dynamique où la personne va, reprendre cette image, va connaître très bien son ça c'est ton précaré, ça c'est ce que tu dois faire et c'est là où tu dois être bon. Mais tu as tout le terrain de jeu autour. Et en fait, en laissant les gens jouer dans ce terrain de jeu et décider de travailler peut-être en faisant, tiens, dépasse à un tel ou dépasse à un tel,
C'est là où ça valorise concrètement la dynamique. Et ensuite, tu vois, typiquement, par contre, on n'avait pas, nous, de primes personnelles, c'était des primes collectives. Et donc, donc ça, c'est ta manière de valoriser le collectif. Est-ce qu'il y avait une autre manière, justement, de valoriser, comme tu dis, une personne va tout lâcher pour aller aider son collègue et de reconnaître, encourager encore davantage que tout le monde aille s'entraider et du coup ne soit pas juste axé sur lui-même, quoi. Mais comme tu le disais, en fait, ça montre l'exemple. Moi, quand j'étais au bureau, typiquement, j'étais beaucoup en rendez-vous, mais quand j'étais pas en rendez-vous, moi, je me posais. Et en gros, qu'est-ce que je faisais ? J'aidais mes collaborateurs. Je travaillais pas pour moi. J'étais là pour eux. Donc, c'est dire, tiens, là, j'entends ça. Mais attends, mais tiens, t'as parlé à un tel, tu sais que là, tiens, je vais venir t'aider. Je me mets à côté de toi et je t'aide. Tac, tac, tac. Et en fait, quand ils voient les patrons faire ça, naturellement, ils ont envie de le faire. C'est ça. Et puis aussi, truc con aussi, dans la considération individuelle, tous les jours, j'arrivais, je disais bonjour en faisant une bise à chacun. Ouais. Chacun. Tous les jours. Il n'y a pas une seule fois où je débarquais dans le bureau en disant bonjour tout le monde. Non. Je m'arrêtais au bureau, à la poste de chacun et discutais 1 minute. Ça va, chou ? Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là ? C'est pour qui ça ? T'es sûr que le brief c'était ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Donc, finalement, tu prenais quand même aussi le temps de checker où ils en étaient chacun. Ouais. Donc non seulement, on va dire, température émotionnelle, énergie, mais aussi un peu qualité du travail, ce qui t'évitait d'avoir, au bout de 3 mois, un énorme... un gros truc bien pourri que le client en fait vient de te le renvoyer. Donc en fait c'est du feedback pratiquement journalier. Exactement. Plutôt que du feedback à la fin d'année où on te dit je suis vraiment pas content de ton année. Exactement. Et ton employé n'a jamais eu la possibilité finalement de progresser parce qu'il n'a pas eu de feedback. Alors que là c'est immédiat et du coup tu laisses pas quelque chose se gangréner, quoi. Exactement. Et ce qu'on avait fait aussi, c'est prendre une coach pour tout ce qui était justement RH, quand on a commencé à grandir, et c'était cet échange, parce que quand tu es 10-15, tu peux vraiment passer du temps avec tout le monde, quand tu passes à 25, tu t'en passes un peu moins. Donc on avait pris quelqu'un qui donc était vraiment l'oreille pour les collaborateurs. Donc elle passait, ils avaient des entretiens individuels, ils pouvaient vraiment tout sortir, c'était filtré, donc on ne savait pas qui avait dit quoi, etc. Et il y avait vraiment cette logique de dire, il y a un moment où on ne peut plus le faire nous, alors on prend quelqu'un pour faciliter. Et nous aider à bien faire les choses, à nous remettre en question, à changer certaines choses, à écouter vraiment avec empathie. Pour terminer, quels conseils tu aimerais donner à nos auditrices pour concilier finalement à la fois l'ambition, parce que le but du podcast justement c'est l'entraide entre femmes pour aller sur des postes à haute fonction. Donc combiner l'ambition, la performance, mais aussi bien l'authenticité et puis on va dire la désirabilité et la sustainabilité. Tu vois ? Eh bien, j'emprunte ça à Christopher Guérin de Next Sense, qui explique aujourd'hui un vrai problème au niveau du management, parce qu'on a tendance à être plus juste des savants, plus que des apprenants, alors qu'aujourd'hui on est en changement. Donc il ne faut pas considérer qu'on sait tout, mais qu'on doit toujours apprendre et toujours se remettre en question. Et il parle justement de devenir des bâtisseurs ou des bâtisseuses. Oui. Et en fait, je ne sais pas si tu as déjà lu Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Oui, il y a longtemps. Tu vois, mais tu vois ces bâtisseurs de l'époque. Oui, ça a duré des années. Des années qui ont fait des cathédrales, des trucs comme ça. Tu vois, en fait, leur travail n'était pas un travail à court terme. Mais parce qu'ils ont bien fait les choses, parce qu'ils ont bien bâti les cathédrales, elles sont toujours debout aujourd'hui. Donc, un bon leader, pour moi, c'est cette capacité à comprendre qu'on ne sait pas tout et qu'on doit toujours se remettre en question et apprendre, et à se dire comment je bâtis un futur désirable, justement. Et donc, un truc qui tient la route pour de vrai, pas juste des petites gommettes que je mets à droite à gauche, mais un vrai truc qui tient la route à l'image d'une cathédrale. Ok, super. Eh bien, écoute, un immense merci, Sabrina, pour cet échange riche, inspirant. On a parlé plein de choses. On a parlé plein de choses. Pour ceux qui écoutent, ça a été à peu près structuré. Non, mais écoute, je pense que ça a été super intéressant parce qu'on a parlé aussi de toutes les autres entreprises que, voilà, je vous incite à aller voir aussi ce qu'ils font parce que
Voilà, c'est l'avenir. Je pense que aussi ce podcast, c'est d'aller voir comment on peut être un leader de demain et une leaduse de demain. Et donc, autant, si on arrive à monter, nous les femmes, en haut, autant qu'on soit le meilleur exemple possible en tant que leader. On sera les meilleurs pour faire du leadership conscient. Voilà, et faire, comme tu dis, du leadership conscient. Et donc là, je pense que c'était un bel épisode pour comprendre qu'est-ce que c'est que le leadership conscient et comment on peut avoir un vrai impact avec beaucoup de courage. Et voilà. Et donc, ne pas hésiter à contacter Sabrina si vous voulez mettre ça dans votre société aussi, de faire ce tournant. Vous avez besoin d'engager vos collaborateurs ou réflexion régénérative, avec grand plaisir pour vous aider. En plus, on a des super tools là aussi qu'on a été chercher en France, notamment. Avec du fun et du jeu. Et bien écoute, merci beaucoup et passe une excellente journée. Toi aussi, ciao. Bye. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.